Eh oui, je sais, parfois avec le cinéma, on peut rester sur notre faim. Hein, voilà. Et avec le bousoscope aussi. C'est vrai, vous êtes bien nombreux parfois à me le dire. Hein, mais Tony, espèce de vicelard, hein, comment t'oses t'atteler à des films issus de saga, mais sans t'atteler aux suites, alors que pourtant on les attend. Hein. Y en a même qui m'ont dit, oui, pourquoi tu traites pas de la suite de tel ou tel film? C'est peut-être parce que justement tu les aimes bien, c'est ça? Oh que non. Ah non, c'est juste que, en fait, le traitement des films dans le cadre du bousoscope suit un processus bien défini, le bordel. Voilà, ainsi je n'ai aucune organisation, je me laisse porter par le hasard et les aspirations du moment. Hein. Mais ne vous y trompez pas pour autant, ce n'est pas parce que je n'ai pas traité la suite d'un film évoqué au bousoscope que ça veut dire que je n'envisage pas de le faire. Voilà, sous prétexte d'une pseudo-affection pour le film. Non. Allez, en exemple, au hasard, hein, je sais pas, bah oui, Jurassic World, hein, voilà, donc une des premières victimes du bousoscope. Donc oui, certains auraient pu croire que, effectivement, hein, si je ne me suis pas attelé au deuxième opus, c'est parce que je ferais potentiellement partie des défenseurs du film, hein, mais que nenni, hein. Alors, ok, bon, si je veux bien admettre quand même un aspect formel très soigné de Jurassic World Fallen Kingdom, on va pas nier l'évidence quand même, hein. N'oublions pas quand même que celui qui en a écrit les lignes, c'est le même que sur le premier opus, à savoir Colin Trevorrow. Et j'aime autant vous dire qu'il n'a pas décidé de changer sa manière de faire, l'enfoiré. Donc, comme votre attente fut longue pour certains, et que j'ai été porté par la ferveur d'un épisode de Denver, le dernier dinosaure que j'ai voulu faire découvrir à mes gosses, hein, eh bien oui, l'idée de traiter de ce Jurassic World s'est rapidement imposée comme une évidence. Donc j'espère que vous êtes bien installés, parce que oui, on est parti pour Jurassic World 2, The Fallen Kingdom. Et notre film commence en nous invitant à voir ce qui est devenu Isla Nublar. Donc vous savez, cette île au large du Costa Rica sur laquelle avait élu domicile le dernier parc à dinosaures Jurassic World. Qu'on se rappelle que ça s'était pas super bien passé pour les tout derniers visiteurs. Hein. Voilà, ils en ont pas un très bon souvenir, enfin du moins pour ceux qui peuvent encore en parler. Ah bah faut dire que devoir quitter dans la précipitation le parc sans même pouvoir passer par la boutique à souvenirs pour s'acheter le diplodocus en peluche à 120 $, c'est moche quoi. Et donc de nuit, sous une pluie battante, une petite navette sous-marine s'immisce doucement à l'intérieur, et notamment dans le bassin qui servait d'aquarium à Mosasaur, hein, donc en quête de quelque chose. Et voilà. Donc voilà, le fameux dino hein, qui a bien foutu la merdouille à l'époque, du moins ce qu'il en reste, et que le mosasaure n'a pas su digérer. Remarque, ça n'a pas dû être une partie de plaisir d'en chier le squelette, hein. Le sphincter du mosasaure s'en souvient encore. Et donc notre équipe de commencer à en prélever un morceau, donc ça sent encore le plan de merde pour faire des trucs pas jojo ça, comme si le passé n'avait pas suffisamment servi de leçon, mais bon. Mais alors qu'on envoie le bout de Nonos remonter à la surface pour être récupéré par un hélico, une ombre se profile. Eh oui, un truc pas hyper engageant. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi faut qu'un hélico se fasse chier à récupérer la chose quand, je sais pas, la navette sous-marine pourrait directement la prendre dans une de ses petites pinces et repartir avec. Non, mais enfin, commencez pas avec vos questions, hein, c'est chiant, franchement. D'autant que, oui, ce serait trop logique et du coup, ça empêcherait de se taper ce qui va suivre. Bref, tout ceci étant coordonné par une autre équipe sur la terre ferme de l'île, dont Gérard Couillon, un technicien et un hélico voué à récupérer le bout de Nonos une fois que Gérard aura fini son taf. Hélico dont l'équipage fait de grands signes à Gérard Couillon, hein, qui lui est tranquille, pépère, hein, pas soucieux pour un sou. Hein. Attendez, j'essaie de retirer 20 balles. Après tout, pourquoi se soucier qu'on te fasse des appels de rappliquer FISA quand déjà tu fais du boucan avec ton hélicoptère qui tourne sur un parc où, je tiens quand même à le rappeler, des dinosaures mangeurs de tout ce qui bouge vivent en liberté, hein. Ah non mais GG, lui par contre il est serein, hein. Il est con mais serein.
Ah bah GG, en fait, c'est le genre de mec à se balader dehors en plein orage avec un chapeau en aluminium sur la tête, hein, vous voyez? Quand soudain... Et donc, s'engage une course-poursuite, ou un dinosaure qui crève la dalle, et quand même capable de courser sa proie à 40 km/h, hein, si on se réfère au premier Jurassic Park, n'arrive pas à rattraper Gérard Couillon. Parce que, bah oui, Gérard, il a des chaussures qui courent vite. Un peu comme Claire, hein, dans l'opus précédent, vous vous rappelez, voilà, qui avait quand même réussi à coller une pige à la course au T-Rex en loup-boutin, quoi. Bref, ce qui permet à Gérard d'attraper l'échelle de l'hélico et d'échapper au monstre. Mais dommage pour GG, parce que... Et oui, le mosasaure le bouffe. Donc mosasaure, hein, bestiole de 10 000 kilos, mangeur de grands requins blancs qui, depuis tout ce temps, a survécu en... Ah bah sûrement en se nourrissant d'amour et d'eau fraîche, hein. Ah bah, en même temps, un expert écologiste te dirait que ça suffit largement pour survivre dans leur utopie, hein. Bref, face à cette situation de détresse, l'hélico décide de foutre le camp au plus vite, hein, bah oui, avec notamment le bout d'Indominus Rex à son bord, voilà, donc bout d'Indominus Rex qui s'est retrouvé là par téléportation scénaristique, hein, donc procédé souvent utilisé dans les films de merde. Bref, par la suite, on a donc droit à une scène d'exposition qui va donc nous expliquer que la situation se passe 3 ans après l'incident du parc, donc visiblement, oui, le mosasaure a très bien survécu pendant 3 ans. Voilà, sûrement que les dinosaures du parc s'adonnaient à des, je sais pas, des rituels sacrificiels pour le fun, histoire de le nourrir, hein, va savoir. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'autre explication. Et donc, via un média, on y apprend en gros que l'île possède un volcan. C'est quand même ballot de base d'avoir pondu un parc à plusieurs milliards de dollars sur une île avec un volcan. Mais bon, ne nous arrêtons pas à ce genre de détails, hein. Et donc, effectivement, le dit volcan est sur le point de péter. Ça par contre, c'est moche. Ah oui, parce que ça veut dire que en gros, les dinosaures risquent de crever. Encore. En même temps, hein, c'est le karma, hein, qu'est-ce que tu veux, hein, tu peux rien faire contre. Du coup, le Sénat américain, face à des groupes de marines tondeliers qui veulent protéger les dinosaures, s'apprête à trancher sur la question de leur survie via une commission. Et alors, c'est qui qu'on appelle? C'est Ian Malcolm, qui vient donc parce que faut assurer un petit peu de fanservice, hein, voilà. Et puis que, en même temps, le Jeff Goldblum a besoin de payer ses impôts. Et donc, vous vous rappelez de ça à l'époque? Les dinosaures ont eu leur chance. C'est la nature elle-même qui les a fait disparaître. Grosso merdo, il semble pas avoir changé d'avis sur la question. Donc au moins une personne sensée, hein, ce qui est quand même rare dans la saga. Bon, en même temps, lui, il a quand même vécu le merdier 2 fois, et il a donc survécu les 2 fois, sûrement parce que il devait avoir un fer à cheval planté dans le derche, hein, parce que bon, avoir autant de chance, je vois pas comment que ça peut s'expliquer autrement. C'est humainement impossible. Sauf dans les films de Roland Emmerich. Alors là, eux, ils sont imbattables. Bref, je peux largement comprendre que Ian Malcolm ne veuille plus entendre parler de ces saloperies de dinosaures. Et en tout cas, pour lui, la chose est très claire. On fait véritablement trop de conneries avec l'évolution technologique. Et puis du coup, après, on va se retrouver qu'on maîtrisera que dalle et que il y aura que la fin de triste. Mais allons voir un petit peu ce qu'est devenu Claire. Vous savez donc l'ancienne directrice de Jurassic World, Claire, dorénavant, alors qu'on appellera désormais Claire 2.0, car oui, elle est la présidente d'une association pour la protection des dinosaures. Oui. Donc la meuf avant, c'était une rapace qui ne voyait que le profit sans la moindre vergogne, quitte à valider la création des pires monstres de la Terre. Et maintenant, elle est devenue activiste. C'est fabuleux, quoi. Enfin, c'est comme si, je sais pas moi, tu t'imaginais Jeff Bezos, hein, il a échappé de peu de se prendre sur la tronche un container rempli de colis Amazon, dans un de ses entrepôts, et depuis ce moment-là, le mec, il s'est trouvé une conscience de derrière les fagots à tel point qu'en fait, il vise qu'une chose désormais, éradiquer tout transport de marchandises dans le monde.
Bah Claire, c'est ça en fait. Bref, donc une opportunité pour faire également connaissance avec deux de ses jeunes collaborateurs, à savoir Bubu, donc un jeune analyste, et Rita, une jeune femme qui, en à peine une minute, a trouvé le moyen d'être bonne à tarter, hein, mais vraiment, notamment en humiliant Bubu parce que, tu comprends, hein, t'es qu'un pauvre technicien, alors que moi, je suis médecin. Alors c'est fabuleux parce que bon, la meuf, genre, elle a quoi? Allez, peut-être 22, 23, allez, 24 ans, hein, voilà. Et donc elle est déjà docteur. Ah bah je sais pas, mais ça a dû changer les études en médecine, hein. En tout cas, vu comme ça, je serais pas fanat de me faire soigner par elle, hein. Et donc, ouais, les scénaristes, je sais pas, enfin, ça vous pose pas un problème de pondre des personnages pareils? Enfin, je sais pas, c'est vrai que d'un côté, c'est le cursus rêvé, hein, quand tu débutes ta carrière de médecin et que t'as le crédit de tes études de médecine notamment à payer, mais finalement de finir standardiste téléphonique dans une association. Ouais, mais c'est parce que le scénario va en avoir effectivement besoin après. Eh oui! Bref, donc, Claire 2.0 essaye de récolter des fonds pour la survie des ch'tis dinosaures, et avec quelques arguments bidons du genre « Si vous aidez mon association, je vous offre un Triceratops. » Et ça marche! Manque de peau, le Sénat a tranché. Donc oui, on laisse crever les dinosaures, voilà. Ils vont mourir et ça ne dérange personne. Ouais, alors, je te rappelle que avant de te la jouer philanthrope, hein, tout ça, c'est quand même un petit peu à cause de toi, hein. T'as contribué à cette situation, et jusque-là, t'en avais quand même rien à foutre, je te le rappelle, de ces bestioles qui étaient, en résumé, que des joujoux d'attraction, hein. Donc, dois-je également te rappeler que ta petite expérience antérieure à but ultra lucratif a quand même contribué à la mort de milliers de gens il y a 3 piges. Bref, après autant de conneries, alors que bon, ça fait que 10 minutes que le film a commencé, Claire 2.0 reçoit un appel qui lui redonne le sourire, hein, et la convient notamment à rejoindre Lockwood Estate, hein, donc une grande demeure située en Californie. Donc retenez bien ça, on va avoir l'occasion d'y revenir, où elle va faire la connaissance de Jean Eudes, hein, l'assistant de Monsieur Lockwood, qui était en fait le collègue de John Hammond, avec qui il a créé le concept même de Jurassic Park. Donc un truc qui sort de derrière les fagots, puisque je tiens quand même à rappeler qu'en 3 films Jurassic Park et 1 film Jurassic World, on a toujours évoqué Hammond, mais jamais une seule fois le nom de Lockwood. Ah non, mais t'en as qui diraient que voilà, c'est de l'incursion au forceps, hein. Mais non, je vois vraiment pas pourquoi. Bref, comme faut intégrer le truc de manière la plus naturelle et subtile possible, voilà, c'est-à-dire façon carotte dans ton Jean Eudes lui explique comment tout leur délire de parc à dinosaures a vu le jour, voilà, en utilisant effectivement les mots qui font forcément mouche pour la Claire 2.0 / activiste. Mais plus encore, il lui présente la maquette d'une île que la famille Lockwood possède, avec pour objectif de... Un nouvel habitat où les dinosaures seront en sécurité et libres. Et oui! Bref, là arrive Lockwood, donc un vieux monsieur qui vient rajouter son petit grain de sel, hein. Nous leur avons créé un sanctuaire. Aucune clôture, aucune cage, aucun touriste. Ouais, ok, d'accord, mais et sinon, ça se passe comment avec les, par exemple, je sais pas moi, les ptérodactyles et autres bouffeurs d'humains volants? Et puis le mosasaure aussi. Ah mais oui, c'est vrai. Là, c'est vrai qu'avec le mosasaure, il n'y a pas à s'inquiéter. J'avais quand même oublié qu'il se nourrit désormais d'amour et d'eau fraîche. Bon, et puis une fois de temps en temps, un petit gugus comme Gérard Couillon, hein. Et donc, Lockwood de rajouter... Ainsi que Mère Nature l'entendait. Ah oui, Mère Nature. Bah oui, mais bon, jusque-là, Mère Nature, elle les a quand même exterminés une fois, et elle compte le refaire à coup de volcan. Donc non, visiblement, t'en as rien à foutre de ce que Mère Nature a décidé, quoi. Mais comme il semble bien lancé en termes d'absurdité, notre sénile monsieur de rajouter... Ces créatures n'ont pas besoin de notre protection. Oh bah oui, tiens. Mais, et l'humanité dans tout ça, sa protection, tu t'assois dessus? Nous allons sauver ces animaux. Mais au vu de l'odeur de son pet liquide, hein, Monsieur Lockwood doit rapidement quitter Claire 2.0 pour aller changer sa couche.
Et il est temps pour Jean-Eudes d'exposer les intentions, à savoir sauver les dinosaures, donc autant que possible. Et il compte bien sur Claire 2.0 pour y aller, compte tenu du fait qu'elle connaît bien le territoire. Et oui, hein, donc Claire, c'est un peu une femme de terrain, n'oubliez pas. Hein. Ah bah rien que ça faisait d'elle une aventurière aguerrie. Hein. Bref, mais Jean-Eudes d'expliquer surtout que la nature de leur mission n'est évidemment pas du tout légale et que il va falloir opérer dans le plus grand des secrets. Ah bon? Rien que ça, déjà, ça te met pas du tout la puce à l'oreille sur le coup de Trafalgar qui se profile, quoi. Donc aller piquer des dinosaures sans que personne ne le sache, tout ça, hein. Ah bah non, mais qui irait croire un instant que Jean-Eudes, derrière sa belle petite gueule de gentil monsieur, hein, pourrait en fait être, je sais pas moi, un homme aux attentions beaucoup moins reluisantes, hein, comme on en a tant vu dans les films de la saga? Manquerait plus d'ailleurs aussi qu'il soit associé à la mission du début du film qui avait pour objectif de récupérer un bout d'Indominus Rex. Ouais, mais c'était peut-être juste pour le coller dans une vitrine, en guise de décoration, hein? Hein? Donc effectivement, il faut récupérer le plus de bestioles possible, mais... J'ai bien peur que l'un des animaux en particulier nous pose une vraie difficulté. Voilà, donc comment intégrer Owen à l'histoire, hein? Donc, oui, vous savez, ce dompteur de raptor, chose qui a pas l'air d'enchanter notre Claire 2.0. Autrement dit, ça s'est pas bien terminé encore une fois entre eux deux. Et d'ailleurs, ça leur permet de s'expliquer dans un bar autour d'une binouse sur la chose, où en fait, voilà, ils se prennent le chou, hein, en plus, voilà, ils se prennent le chou pendant 3 plombs pour décider de qui a largué l'autre. Il m'a dit, tu veux vivre dans ton van comme un pauvre type? Alors vas-y, Owen. Et je t'ai dit, ok. Ok, vous nous le dites, hein, si on vous fait chier, hein. Bref, Claire 2.0 essaye effectivement de convaincre son ex de venir l'aider à sauver des dinosaures avec des bouches pleines de dents, mais il n'est pas spécialement fan, voilà, même quand il est question de son raptor ou nez, hein. Et puis le soir, Owen, avant de faire son petit tour habituel sur X-Video avant d'aller au dodo, il est un petit peu nostalgique en fait, hein, et il décide de regarder les enregistrements de quand il faisait de l'élevage de raptors. Non, ça c'est les burnes. La question est donc sur toutes les lèvres, est-ce que cette situation nostalgique va motiver Owen à suivre Claire 2.0 dans sa mission? Mon Dieu, quel suspense! Oh ça alors, j'étais pas sûr personnellement, hein. Non mais c'est vrai, le risque de caster Chris Pratt pour ne le faire apparaître que 5 minutes et dire non en fait j'ai pas envie d'aller à la chasse aux dinosaures, ce risque était quand même très palpable, hein. Bref, nos héros partent donc à l'aventure avec évidemment Bubu et Rita, mais pendant ce temps, retournons faire un tour dans la maison Lockwood où l'aide-soignante de notre propriétaire est à la recherche de quelqu'un dans l'immense maison. Mais qui donc? Eh bien, il s'agit de Gigi, la petite fille de Lockwood, hein, qui est conviée à le rejoindre. Dis, papy, c'est quoi qui sent le caca comme ça? Sûrement un cafard. Mais allons cette fois au plus près d'Isla Nublar. Car oui, nos héros viennent donc d'arriver. Après tout, c'est aussi ça la magie des scénarios de merde, hein, de pouvoir s'affranchir du problème de distance, notamment en utilisant un avion qui a un potentiel de vol de, peut-être 1000 bornes maximum, mais a parcouru la Californie, Costa Rica en seulement quelques petites heures, hein. Bon, je tiens quand même à rappeler que la Californie, Costa Rica, c'est 4500 bornes, mais bon. Et attendez, hein, vous n'êtes pas au bout de vos surprises en la matière. Et donc, une fois sur la terre ferme de l'île, nos héros sont accueillis par Jean Foiré, donc le coordinateur de l'expédition, mais qui a une bonne gueule de chef de mercenaire à qui faudrait surtout pas donner un couteau et ensuite lui présenter tes omoplates, hein. Bref, je me trompe peut-être, hein, sait-on jamais. Et il est donc temps d'entrer dans le parc avec toute une armada, et donc là on découvre l'état du parc, donc complètement ravagé. Soudain, le convoi s'arrête, en raison de bruits suspects. Il faut que je vois ça. Oh, petite,
Non, mais attends. À quel moment tu te dis que c'est intelligent de sortir du véhicule au beau milieu d'un parc avec des dinosaures en liberté que tu peux voir arriver de nulle part? Enfin, je sais pas, sans déconner, mais c'est ça, vos personnages, encore une fois? Putain, enfin, je sais pas, mais avec autant de jugeote, ça donne le ton sur ton intellect, hein. Et comment t'as acquis ton diplôme en médecine? Enfin, je sais pas, dans un paquet de bonus? Bref, évidemment, comme c'est une héroïne, elle est de toute façon immunisée, hein, voilà, elle est protégée par un gilet en scénarium, hein, qui fait que rien ne peut lui arriver de mortel. Et bah finalement, non, voilà, c'était pas un T-Rex, c'est bruit suspect, mais un brachiosaure. Je pensais pas qu'un jour j'en verrais un vrai. Alors retenez bien ça, parce que on va y revenir. Et donc une fois dans les locaux d'alimentation du parc, il commence à géolocaliser les bestioles avec comme priorité la capture de Blue, donc le fameux raptor d'Owen. Donc notre héros décide d'y aller, suivi par Rita, qui se la raconte toujours, hein, genre ouais, moi j'ai peur de rien et puis je suis trop balèze face aux mises en garde de Jean Foiré. Enfin sérieux, mais ce personnage de Rita, vraiment ça risque d'être quand même long et compliqué, hein. Donc une fois sur le terrain en quête de Blue, Owen s'avance seul. Non mais t'inquiète Owen, hein, t'as pas de risque de te faire attaquer par des ptérodactyles, hein. Déjà t'es un héros. Et puis bon, il paraît que depuis la fermeture du parc, ils ont décidé de se nourrir exclusivement de framboises. Soudain, Owen découvre une trace qui lui indique qu'il est effectivement sur la bonne voie. Et pour cause... Mais grâce à la magie des scénarios de merde, 3 ans de vie sauvage d'un animal qui était déjà de base difficilement domesticable n'auront pas suffi à rendre Blue associable, hein, voilà, c'est quand même un coup de chance, hein. Et donc... Et pan, dans ta gueule l'affreux. Sauf que bon, ça part un peu en cahuète, Blue qui saute sur la gueule d'un Gus parce qu'il l'a regardé de travers, bon en même temps je comprends, hein, c'est pas très bienvenu, et du coup, il lui saute effectivement à la tronche pour lui expliquer que, oh franchement ça se fait trop pas, manque de peau, le raptor se prend une dragée dans le buffet, et Owen, bah, qui commençait effectivement à s'énerver par rapport à cette situation, se fait endormir à coups de tranquital par Jean Foiré, dont, bah, effectivement, dont l'attitude colle parfaitement à la gueule et bah, aux soupçons que l'on pouvait en avoir. Rita, qui tente de faire sa rebelle, se fait rapidement rappeler à l'ordre quant au fait que, bah voilà, elle a beau agiter un flingue sous le nez des mercenaires, bah ils sont 7 autour d'elle, avec des fusils, hein. Du coup, bon, elle tente quand même un petit coup de chantage, notamment que, bon, s'ils veulent que Blue, leur cible prioritaire, survive, bah il est préférable de la garder en vie, effectivement, elle-même, vu qu'elle est médecin. Ouais, alors sauf que, bon, Blue... te connais absolument pas. Et c'est pas que, en fait, t'as eu ton diplôme de médecine dans un paquet de bonus. Donc, dire qu'avec toi, son pronostic vital sera en de meilleures mains, c'est vite dit, quoi. Et puis, c'est sans prendre en considération que, bon, je sais pas, hein, apparemment, de médecin à vétérinaire spécialisé dans les dinosaures, il y a effectivement qu'un pas à franchir, hein. D'autant que, et j'avais dit qu'on y reviendrait, elle-même a quand même trouvé le moyen de dire que elle avait encore jamais vu un dinosaure en vrai. Donc, elle a jamais touché un dinosaure et style, elle va nous faire croire que ouais, non, moi je suis spécialisé dans les dinos, dans la médecine des dinos. Non mais, qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi? Ah bah si avec ça à la fin, tu espères que le mec il te laissera en vie, je sais pas quoi te dire. D'autant que, pour des experts de l'expédition, au final... Bah voilà, ils laissent Owen sur place, hein, ça en dit long quand même sur leur caractère. Enfin bref, voilà. En tout cas, Jean Foiré coordonne par téléphone avec Jean-Eudes. Vous ramenez ces animaux ici, d'urgence. Ah bon, mais ils étaient pas prévus d'aller sur une île? Comme c'est surprenant, dites donc. Ah non, mais on n'avait pas vu venir celle-là, hein. Bon bref, maintenant on est fixé sur le caractère intentionnel de ces guignols, hein. Et ben, en l'occurrence, c'est pas pour rendre service à Claire 2.0 et Bubu, qui se retrouvent notamment enfermés dans leur local technique parce que bah, le système antisismique les a confinés suite à une secousse due au volcan. Voilà, volcan qui commence à péter.
Mais pendant ce temps, qu'en est-il de Owen? Eh bien, monsieur, voilà, qui est encore sous l'effet du Tranquital, se réveille, mais bon, sans capacité motrice, et reçoit notamment la visite d'un Tricératops qui lui fait des avances, hein. Ouais, c'est vrai que juste en prenant cet extrait, on est quand même en droit de s'interroger sur la nature de l'acte, hein, voilà. Alors, entre une léchouille et un frottement phallique, enfin voilà, en tout cas, bon, je laisse vos esprits mal placés en décider. Mais Owen étant quand même peu entreprenant, bon, notamment vu qu'il peut pas bouger, le Tricératops, bien déçu, décide effectivement de se barrer, mais Owen n'est effectivement pas pour autant sorti d'affaire, puisque... Mais grâce au protocole du « ta gueule c'est magique », l'effet du tranquillisant pour dinosaure disparaît pile à 3 secondes de se faire cramer la gamelle, hein, c'est génial, et donc notre héros de s'enfuir à toute barzingue. Mais ceux pour qui ça pue vraiment du coude, là, c'est pour Bubu Éclair 2.0, car alors qu'ils sont confinés et donc dans l'impossibilité de s'échapper, eh bien ils reçoivent une petite visite eux aussi, voilà, eux aussi d'un dinosaure, mais qui au vu de sa dentition et de son filet de bave, juste à l'idée de les regarder comme des steaks vivants, ne semble pas vraiment converti au véganisme. Bref, voilà, donc il compte bien se glisser quelques morceaux de Bubu Éclair derrière la cravate, hein, mais grâce à la magie des scénarios de merde, qui permet à des héros de survivre à tout ce qui pourrait tuer n'importe qui 10 fois en 10 minutes, eh bien notre lézard géant va se faire couper l'herbe sous le pied quand une coulée de lave sortie de nulle part, ouais, ce qui a quand même moyen de calmer la bestiole. Ah bah en fait non. En gros le machin là, il s'est pris de la roche en fusion sur la gueule d'une température de presque 1000 degrés. Mais t'inquiète, voilà, ça lui fait juste l'effet d'une piqûre de moustique quoi. Ah non mais on nous prend pas du tout pour des hein. Bref, bon, après quelques péripéties bien débilos, Bubu Éclair 2.0 parviennent à s'échapper et garder la bestiole prise au piège dans le bunker qui se remplit de lave. Bah, là je comprends plus rien Claire, enfin je sais pas, je croyais que t'étais venu justement pour sauver des dinosaures, mais là tu viens d'en condamner un à la mort quoi. Non mais c'est vrai, faut savoir. Mais comme les emmerdes arrivent souvent en bande organisée dans les films Jurassic Park, hein, donc un peu comme dans le 9-3, nos survivants envisagent donc de le rester, survivants, hein, et commencent à fuir quand soudain... Eh, venez, il y a un concours de bombes au bord de la falaise. Donc Owen, qui grâce à un trou noir dans le scénario a pu les rejoindre en un instant, et effectivement tout le monde se précipite vers la falaise, hein, humain comme créature du Crétacé, afin de livrer sa meilleure prestation, et sûrement parce que accessoirement le volcan a décidé d'exploser derrière eux, hein. Bref, face à la cohue, nos héros sont un petit peu effrayés quand même, hein, notamment à l'idée de se faire piétiner par des mastodontes de plusieurs milliers de kilos. Du coup, ils se planquent derrière une gyrosphère qui traînait là, et alors par chance, les dinosaures sont allergiques au verre. Donc, ils défoncent tout sur leur passage, sauf le secteur de la gyrosphère. C'est quand même bien fait. Quoi, comment ça, c'est ridicule de croire que les dinosaures sont allergiques au verre? Enfin, je sais pas, vous avez la moindre preuve du contraire, vous? Non? Bon bah alors, comment du coup vous pouvez justifier que ce que je dis est ridicule? Non mais... Hélas, alors que tout le monde s'apprête à entrer dans la boule, Owen se retrouve confronté à un cornutosaure, hein, qui lui s'en bat les steaks royales de crever à coups de volcan. Hein. Ouais, non, lui il est un peu con. Hein. Du coup, bah non, lui il préfère bouffer nos héros, hein, alors que bon, il devrait pourtant savoir que quand tu envisages de tuer un héros dans la saga Jurassic Park et Jurassic World, d'une part, c'est pas possible, parce que c'est les héros, hein, bah oui. Et d'autre part, souvent, ça se retourne littéralement contre toi. Et ça finit, limite, mal pour ton derche. D'ailleurs,
généralement, quand c'est comme ça, il y a toujours un T-Rex qui se pointe. Eh ben, ça loupe pas. Ah, il a éclaté sa race. Ah bah oui, je l'ai dit, c'est la règle. Le tyrannosaure. Voilà, dans la plus pure tradition de la saga. Et donc ensuite, le T-Rex de se barrer parce que... Bah sûrement parce qu'il a une commande Uber Eats à livrer. Hein, non, enfin, je vous mens pas, hein, le plus gros chasseur de la planète, avec de la viande en libre service juste sous son nez, décide de se casser. Même pas un petit coup de dent dans le mollet de Owen, rien quoi. Non mais vraiment, c'est décevant. Donc en gros, ça, ce qui vient de se passer, ça s'appelle ni plus ni moins une bonne grosse facilité scénaristique des familles. Voilà. Bref, nos héros se rappellent que le concours, c'est au bord de la falaise, et donc tout le monde s'y dirige ça. Et c'est aussi le moment où l'explosion du volcan peut enfin reprendre. Oui, parce que pendant que nos héros se faisaient littéralement emmerdé par le cornutosaure, le scénariste avait quand même mis l'explosion du volcan en pause. Ah bah oui, il faut pas déconner. Ah bah non, mais d'un côté, c'est bien pratique, hein, quand on en a besoin. Mais sauf que là, par contre, la fumée du volcan va tellement vite qu'elle finit par avaler tout le monde, hein, mais littéralement. Bon, par chance, c'est de la fumée inerte, hein, ce qui fait que non, elle ne pique pas les yeux. Ouais, sûrement que c'est de la fumée petit dope, hein. Elle ne brûle pas non plus et elle n'asphyxie pas. Donc voilà, ça permet effectivement à nos héros de poursuivre leur route. Non mais en vrai, je vois vraiment pas pourquoi finalement on cherche absolument à sauver des dinosaures alors que le volcan est totalement inoffensif quoi. Enfin je sais pas, entre ces fumées qui font rien et sa lave qui brûle pas. Enfin bref, et donc une fois au bord du précipice, vas-y que ça saute dans la flotte, dans tous les sens, hein. Mais bon, on va pas se mentir, il a beau se la péter, hein, le Owen, pour un concours notamment de bombes, face à des stégosaures et des diplodocus bien élancés, j'aime autant dire qu'il vaut pas un radis, hein. Donc, bah oui, défaite totale de l'espèce humaine. Mais comme ils n'ont pas eu assez d'emmerdement jusque-là, encore une fois, bah après tout c'est vrai, hein, entre le fait d'être bloqué dans un bunker, puis bon, un dinosaure viandard qui se pointe dans le bunker, puis de la lave, puis une explosion de volcan, puis une meute de dinosaures géants qui aurait pu t'aplatir 27 fois, puis une attaque de cornutosaures, puis un passage de T-Rex, mais qui en fait a pas le temps de te becter, eh bien oui, Claire et Bubu, qui sont encore bien au chaud dans la gyrosphère, sont déjà moins sereins hein, quand cette fameuse gyrosphère commence à prendre la flotte et qu'ils arrivent pas à en sortir. Et pourquoi, me direz-vous, prennent-ils la flotte dans une boule étanche? Eh bien parce que les boules de lave qui leur tombent sur la tronche ont percé la coque. Et oui, donc une coque en verre censée indestructible, mais en fait elle encaisse pas la lave qui pourtant ne brûle même pas les moustaches d'un dinosaure. Bref, comme Owen est un héros, il envisage bien de leur venir en aide, hein, en tout cas comme il peut. Oui donc, flingue qui sort probablement de son hein, je vois pas d'autre explication. Et alors c'est fabuleux parce que le mec, il arrive quand même à faire des trous dans la coque en verre, alors que bon, rappelons que dans Jurassic World 1, on nous expliquait que la gyrosphère était par balle, hein. Et que là, eh ben, en plus, il tire dans l'eau, donc avec le freinage de la course des balles par la flotte, autant dire que eh ben, il arrive quand même à passer au travers. Non mais c'est fabuleux hein, que d'un film à l'autre, on se contredise à ce point. Hein. Et c'est d'autant plus fabuleux que pourtant, le scénariste est le même. Mais la situation devient effectivement dramatique quand la sphère se remplit à vitesse grand V de flotte, et puis forcément avec le poids elle tombe à pic au fond de l'eau, hein, et que nos héros à l'intérieur sont en train de se noyer. Mais eh oui, par chance, Claire et Bubu avaient quand même des bouts de scénarium qui traînaient dans leur poche, hein, et donc ils ont décidé de les avaler, ce qui leur permet en l'occurrence de pas se noyer, donc ça c'est plutôt cool. Bref, comme le coup du flingue n'a pas suffi pour libérer ses copains de la coque de verre, Owen n'a plus qu'une solution. Donc oui, hein, vous avez bien vu, il compte les libérer avec son Opinel. Ah non mais du grand art. Et le pire, c'est que ça
Bref, après 3 minutes d'apnée, sous une situation stressante, tout le monde retrouve la terre ferme, hein, sain et sauf, et par chance dans un secteur où le volcan n'a pas encore fait des dégâts sur l'île, hein, merci, oui parce que le scénariste a encore mis sur pause l'éruption volcanique, eh oui c'est pratique. Ils m'ont menti. Et salauds, ils ont fait mentir. Oh bah ça alors, mais quelle surprise, mais non mais vraiment tu l'avais pas vu venir toi, quand ils t'ont parlé d'une mission illégale à faire dans le secret le plus total, hein? Enfin bref, bon là au loin ils découvrent quoi? Eh bien que le quai d'embarquement de Jurassic World est juste à côté et qu'il est monopolisé par les équipes de Jean Foiré, donc qui commencent à charger tous les dinosaures qu'ils peuvent à bord d'un cargo maritime, voilà donc des dinosaures énormes hein, qu'ils ont attrapé avec leur petite mimine sans anesthésie préalable. Hein. Voilà, même par exemple le T-Rex s'est fait capturer. Non mais c'est fou quand même, hein, quand on sait que 10 minutes plus tôt il était en train de cavaler et là tu le vois gueuler en position bondage dans une cage trop petite quoi. Non mais attendez, je vous le remets. Enfin, je sais pas si vous avez quand même vu le truc, quoi. Mais tu m'expliques effectivement comment ils ont pu faire pour le faire rentrer dedans en seulement 10 minutes. Enfin, je sais pas, mais les scénaristes, ils ont visiblement oublié de regarder Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, hein, qui t'expliquait pourtant, même maladroitement, que, bah, je sais pas, apparemment, capturer un T-Rex, bah, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ouais, mais là, ils ont sûrement tenté de l'appâter dans la cage avec des tacos 5 viandes. Hein. Ah bah, ça marche toujours, hein, les tacos 5 viandes. Bref, le bateau est sur le point de se barrer, et la seule chance pour nos héros de partir de l'île, c'est effectivement de le squatter. Surtout que, là, le scénariste a décidé de relancer l'éruption volcanique hein, pour un peu plus de suspense. Il faut monter sur ce bateau. Donc, bah oui, nos héros de se diriger fissa vers le bateau, quitte à piquer un camion en cours de route pour aller peut-être un petit peu plus vite. Mais là où ça pue du coude, c'est que, bah, c'est qu'en fait, le bateau commençait déjà à se barrer. Donc, je vois pas comment ils vont pouvoir monter à bord, quoi. Ah ouais, eh ouais, le Captar, il fait un bond quoi. Non mais ouais, c'est sûrement l'explication la plus logique, hein, les vérins hydrauliques. Bref, une fois à bord, on contemple au loin les dinosaures qui sont tous en train de crever dans les fumées du volcan, hein, qui maintenant par contre sont toxiques, hein. Ah bah, on peut pas leur retirer le fait, par contre, que formellement, le film est quand même plutôt joli. Hein. C'est débile à chaque instant, mais joli. Et dans le bateau, qui est rempli de mercenaires à la solde de Jean Foiré, nos héros qui ont embarqué en catastrophe sans que ça ne surprenne absolument personne, merci, hein, décident de se camoufler comme ils peuvent, afin de ne pas se faire remarquer. Oui, oui. En portant une casquette. Mais allons donc voir un peu ce qui se passe au manoir Lockwood, vous voulez bien? Donc, Jean-Eudes accueille un homme qu'on appellera Marcel Commissaire, puisque, visiblement, il organise des ventes aux enchères. Et quel est le rapport, me direz-vous? Eh bien parce que, contrairement à ce que Jean-Eudes prétendait à Claire 2.0 de vouloir faire des dinosaures, à savoir donc de les envoyer sur une île pour être tranquille pépouze, et ben non, en fait, ces dinosaures sont voués à être ramenés ici, hein, oui, oui, au manoir, pour être vendus. Ils arriveront demain et croyez-moi, vos clients ne seront pas déçus. Demain ? Donc, encore une fois, un trajet de 4500 km, déjà par avion en quelques heures, ça paraissait juste grotesque. Mais là, en 24 heures par voie maritime, non, ça va, vous ne nous prenez pas du tout pour des c***. Bref, Jean-Eudes invite Marcel Commissaire à visiter le labo d'expérimentation sous le manoir pour lui expliquer un petit peu que l'objectif de cette vente, c'est effectivement de rapporter le plus de fonds pour financer la production de super dinosaures par la suite, dont un tout nouveau, le Robocoposaure, tout nouveau prototype
implacable, voué notamment à faire régner l'ordre dans ce monde à coups de dents, hein, et composé de restes, hein, notamment de restes de l'Indominus Rex, hein, donc par ailleurs du Nonos qui a été récupéré au début du film, et également des restes de Raptor. Donc un projet d'ampleur militaire qui ne peut empêcher nos deux bonhommes de laisser glisser leur bave au sol à l'idée du pognon que ça va leur rapporter dans l'avenir. Hein. Mais ce que Jean-Eudes ne sait pas, c'est que Gigi, elle a été témoin de toute cette conversation et compte bien aller tout failloter à Papy. Donc Papy Lockwood qui visiblement s'en bat un peu les roubignoles de tout ça. Hein. Ils vont vendre les dinosaures. Ils les amènent ici. Je suis sûr que tu as mal compris. Oh bah oui, elle a sûrement dû l'inventer tout ça, hein. Bref, Gigi compte pas en rester là et décide d'aller jeter un œil dans le labo. Donc labo dont l'accès est sécurisé par un digicode, mais bon, ça va, hein, Gigi, en fait, elle a vu Jean-Eudes composer le code d'accès à 10 mètres de distance sur un clavier de la taille d'un smartphone. Non mais Gigi, elle a une très bonne vue, hein. Et là, pour confirmer ce qu'elle soupçonnait, elle est témoin d'une autre discussion, cette fois entre Jean-Eudes et Dr. Wu, donc vous savez, ce fameux scientifique du premier Jurassic Park et aussi du premier Jurassic World, qui en fait est un magouilleur de première. Et donc là, on apprend que en fait, pour obtenir un parfait Robocoposaure qui soit domptable, il faut qu'il ait les gènes de Blue. Mais Si cet animal meurt, on a son sang. Non, ça ne suffit pas. oui, parce qu'en fait, le Robocoposaure doit naître de Blue pour que le caractère d'obéissance lui soit implémenté plus facilement et qu'il ait une figure d'autorité parentale qui le recadre un petit peu. Quand, par exemple, il fait des conneries comme, je sais pas moi, exploser des parcs-mètres à coups de batte ou sécher les cours de latin. Donc bah oui, il est nécessaire effectivement que Blue survive. Et c'est là que c'est chiant, parce que Blue, pour le moment, hein, on peut pas dire qu'elle pète la calamine avec sa balle dans le buffet. Donc Gigi découvre effectivement tout le foutoir, voilà, à 6 mètres de eux, hein, mais t'inquiète, hein, il la voit absolument pas, c'est génial. Non mais sérieux, hein, les mecs, ils tapent la discute et la gamine, elle est juste là, vous voyez, mais ils la voient pas, c'est extraordinaire quand même. Mais au moment de se barrer, Gigi se fait capter par Jean-Eudes, voilà, qui l'a puni illico dans sa chambre. Hein. Donc bon, voilà, la gamine représente une menace pour tous tes plans, mais non, c'est bon, vas-y, file dans ta chambre, t'es puni, quoi. Mais d'ailleurs, parce que, bon, on parlait de Blue, donc vous êtes peut-être curieux de savoir ce qu'il en est en ce moment, pendant le trajet. Eh bien, à bord du bateau, Rita, de par son expérience de médecin, tente de la maintenir en vie, hein, en lui chantant des comptines, voilà. Quand Owen, Bubu et Claire 2.0 la rejoignent, et donc pour cela, elle a besoin de leur aide. Il faut lui transfuser le sang d'un autre animal. Il y en a un de vous qui s'est trouvé une veine. Oh, j'ai collecté du sang pour la Croix-Rouge. Oh bah oui, c'est vrai que ça doit être pareil, hein, de prélever du sang sur une putain de bestiole avec une cuirasse de 3 cm d'épaisseur où t'y vois pas l'ombre d'une veine. Mais pas grave, hein, voilà, tentons quand même l'expérience. Ouais, mais sauf qu'il y a quand même une condition. Eh oui, parce que la transfusion de sang, ça se fait pas comme ça, hein. Trouvez un carnivore avec 2 ou 3 doigts, pas plus que 3. Ah ok, donc la condition, c'est que la bestiole, faut qu'elle ait le même nombre de doigts, c'est tout. Donc non, la notion de groupe sanguin et de Rhésus, tout ça, non, on s'en fout un peu. Ouais, je suis désolé les infirmières qui regardaient la vidéo, hein, arrêtez de vous ronger les doigts de toute façon. Je sais que c'est dur hein, à encaisser, mais vous pourrez rien y changer. Bref, pour ceux qui avaient encore des doutes quant au fait qu'on ait validé le serment d'Hippocrate à Rita, moi je crois qu'en vrai ça s'est joué à pierre, feuille, ciseaux et qu'elle était peut-être dans un bon jour. Hein. Du coup, Owen et Claire 2.0, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont aller piquer du sang à qui? Au T-Rex. Voilà, donc T-Rex qu'on a fourré au Valium, et alors par chance, comme dans le cul de Owen, on trouve plein de choses, comme par exemple un flingue quand on en a besoin. Et bien en fait, au fond à droite, il avait également stocké un kit de prélèvement de sang spécial dinosaure. C'est quand même vachement bien foutu, non? Et donc, vas-y que je te remplis une poche tranquille et mille, hein, pour ensuite venir donner le sang Rhésus 3 doigts à Rita afin de sauver Blue. Et ça marche!
Non, bravo Rita, hein, t'es vraiment une vraie médecin. Bon, après, je dis pas que en dehors de Jurassic World, tu serais capable de pouvoir devenir médecin pour de vrai, mais en tout cas, voilà, tu nous as prouvé que tu l'étais dans un film de merde. Bon, bien sûr, on ne s'attardera pas trop sur le fait que ça s'est amusé à faire des allers-retours dans le bateau pour ça, mais sans qu'il ne croise un seul Pékin, alors que quelques plans plus tôt ont constaté finalement que ils étaient bien facile une centaine dans la soute, hein, des mercenaires. Mais bon, d'un côté, pourquoi laisser des soldats surveiller une soute de bateaux remplie de dinosaures quand ils peuvent organiser un tournoi de tarot, hein, surtout quand c'est en vue de subvenir à une vente qui doit rapporter plus de 100 millions de dollars, hein. Après tout, pourquoi tenir compte du fait que l'expérience, notamment avec Jurassic Park 2, nous a prouvé qu'un trajet en bateau avec des dinosaures à bord peut rapidement dégénérer? Bref, pendant que le trajet se passe bien au manoir Lockwood, il y en a un qui se pose quand même quelques questions. C'est Lockwood lui-même, et pour y répondre, il demande à Jean-Eudes de rappliquer Fissa pour lui expliquer ce qu'il en est, ce qu'il est en train de foutre dans son dos et dans son propre garage, au vu de ce que Gigi lui avait rapporté. Et effectivement, Jean-Eudes de confirmer que c'est un gros voilà. Du coup... Prends mon téléphone. Je veux que tu appelles la police. Ah bah oui, voyons. Nouveau concept dans le domaine de la débilité dans les films de merde. Demander au méchant d'appeler lui-même les keufs pour qu'il lui passe directement les menottes. Invocation absolue de la suspension d'incrédulité. Sauf que Jean-Eudes, bah oui, rappelons qu'il est quand même à la veille de devenir multimillionnaire, n'est pas trop de cet avis et... Quelques minutes plus tard, arrive près du domaine Lockwood le bateau qui, effectivement, a réussi à parcourir les 4500 km en seulement quelques heures, hein, parce que, sûrement parce qu'ils avaient un pass Ulysse qui permet de gagner du temps. Ah bah si vous avez une autre explication, je suis preneur, hein. Et donc on commence à décharger la cargaison pour l'emmener dans les sous-sols de la demeure Lockwood, totalement aménagée pour stocker les bestioles et notamment assurer la vente aux enchères de la soirée. Manque de peau, si Owen et Claire 2.0 envisagent de piquer un camion pour prendre la tangente et informer les autorités du merdier. Salut. Ce qui leur vaut un passage par la case-prison, donc sans pouvoir toucher les loyers en attendant, hein. Et c'est là que Jean-Eudes leur rend visite pour leur apporter des oranges et aussi leur faire la leçon. Comme quoi, voilà, c'est leur faute, hein, si cette nouvelle ère de business existe. Tous les deux, vous êtes les parents du nouveau monde. Enfin mec, tu le sais quand même que t'es le méchant du film. Et ça se passe jamais comme tu veux quand t'es méchant dans un film Jurassic Park ou Jurassic World. Mais enfin, pour sa gouverne, il a quand même été écrit par un scénariste qui, à l'époque, prétendait vouloir faire honneur au film éponyme de Steven Spielberg, hein. Passe en l'occurrence son temps à les citer, en plus, mais est pas foutu de s'en rappeler quand il est question d'avoir une cohérence d'ensemble en tant que saga, quoi. Bref, tout ça pour que... Et on en fait quoi de ces deux-là? Eh bien... Si on vient nous poser la question, ils sont morts carbonisés sur l'île. Ok, donc tu estimes qu'ils sont morts, quoi, hein, c'est ça. Mais tu les gardes quand même en vie. Et donc effectivement, Jean-Eudes, en plus de ça, est dans la plus pure lignée des mauvais méchants. Puisque, effectivement, bah oui, il leur a raconté tout son plan avant, hein. Enfin, je sais pas, mais ils sont témoins de tout ton merdier. À quel moment, de toute façon, enfin, je sais pas, ils sont voués à mourir. Si tu veux arriver à tes fins, ils sont voués à mourir. Sinon, une fois qu'ils vont être libérés, ils vont tout balancer. Donc bute-les, je sais pas. Ah bah oui, mais non, parce que ça arrange pas le scénario. Donc non, on va plutôt attendre demain matin, hein, pour les buter. Voilà, peut-être juste après le petit-déj, hein, c'est mieux. Pendant ce temps, et notamment que les participants de la vente aux enchères commencent à arriver au domaine, Gigi s'échappe de sa chambre, hein, par la fenêtre pour aller voir Papy. Désolé, grand-père n'est pas disponible pour le moment, il est en pleine digestion d'oreiller. Donc la seule réaction que fait son corps, c'est... Ah bah oui, mais en même temps, il était déjà incontinent quand il était vivant, alors une fois mort, vous imaginez bien qu'en termes de gaz, maintenant c'est pumped up, quoi.
Bref, Gigi, forcément, elle est triste. Et donc, au vu de la situation plus que douteuse, décide de se planquer. Mais, en cellule, Owen et Claire 2.0 se font quand même un petit peu chier, parce que bon, il n'y a même pas un jeu de cartes. Et puis bon, là, on est encore un petit peu trop tôt dans le film pour se rouler des galoches et ensuite s'adonner à la brouette péruvienne sur le sol en béton. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Et si on essayait de sortir de la cellule, hein? Et puis, mais ça tombe bien parce qu'en plus, dans celle d'à côté, il y a quoi? Il y a un Béliosaure. Donc vous savez, celui qui a le crâne qui brille autant que celui de l'écran fou, hein? Et qui fonce notamment dans tout ce qu'il peut. Du coup, Owen a un plan. Ouais, gros bâtard, j'ai le gaffe ta mère hier. Et en plus, j'ai posté la vidéo sur Pornhub. Bref. Autant d'insultes et de provocations qui, forcément, énervent notre Béliosaure, hein, à la limite de l'insoutenable, et donc, tape dans le mur à tel point que, à partir de là, le Béliosaure n'attaque plus parce que, voilà. Mais finalement, la situation n'ayant fait, ni plus ni moins qu'agrandir la cellule, faut encore enfoncer la porte. Et là, espèce de Jean-Michel Trogneux. Voilà, donc nos héros sont libres et commencent à s'enfuir quand ils font soudain la connaissance de Gigi sur leur trajet. Gigi qui décide donc de les rejoindre. Pendant ce temps, Jean-Eudes commence à être un petit peu raide dans son calcif, hein, quand la vente aux enchères démarre très très fort, et pour cause, hein, les gains dépassent littéralement toutes ses espérances, sans se soucier de l'idée de vendre, par exemple, je sais pas moi, des ultra-carnivores à des mégalorusses, hein, ou encore à des entreprises spécialisées dans l'armement qui vont produire à la chaîne des copies de ce qu'elles auront acheté. En fait, c'est fou la bêtise de ces films à mettre en scène des méchants toujours plus fumés du bulbe, qui se fichent de savoir qu'ils vont détruire l'humanité pour leurs conneries en échange de fric qu'ils pourront finalement même pas dépenser, parce qu'ils finiront dans le lot des Maccabées, quoi. Mais que en plus, ces mêmes méchants, ils rejettent la faute sur les autres. Alors ça, c'est quand même le summum, quoi. Quoique, je tiens quand même à rappeler qu'il y a un troisième opus, hein, qui est sorti depuis. L'avenir nous dira peut-être s'ils ont fait encore pire dedans, hein. Ah non, mais c'est tout à fait possible, hein. Ils ont pas froid aux yeux à Hollywood, hein. Et puis je tiens quand même à rappeler que le studio en charge de cette licence, c'est Universal. C'est quand même celui à qui on doit la franchise Fast and Furious, hein. C'est pas rien. Bref, revenons à nos dinos, car l'enchère se poursuit avec cette fois la présentation du prochain spécimen, le Robocoposaure. Et oui, donc effectivement, ils en ont déjà conçu un. Donc vous savez, avec le bout de Nonos d'Indominus Rex, hein, qu'ils avaient récupéré en début de film, et effectivement, on lui a déjà donné naissance, et en plus, elle a déjà atteint le stade adulte. C'est rapide quand même, hein. Et alors là, tout le monde est impressionné, voire même complètement tétanisé de frayeur, parce que tu comprends comment il fait peur, le dinosaure. Bon, alors que ces mêmes clampins se sont jetés sur l'achat de putain de baryonyx ou encore des allosaures, et j'en passe, mais dans l'indifférence digne d'un parent qui va acheter un Furby pour sa gosse juste avant, quoi. Mais non, celui-là, oh là là, il a l'air encore plus méchant parce que... voilà, hein, sûrement parce qu'il dit wesh. Ah, ça, c'est le mot qui rassure pas quand on le prononce devant toi, hein. Bref, donc, plus rapide, plus méchant, plus intelligent, quoique, on le verra par la suite, et en plus, il est doté de gènes de chat, puisque, dans un esprit tactique militaire, hein, si on pointe un laser quelque part, eh bien, il a qu'une envie, c'est de se jeter dessus. Manque de peau, son défaut ultime lié à ce gène de chat, c'est que il a une dépendance à l'herbe à chat, hein, ce qui peut avoir tendance à le rendre totalement inopérationnel. Et là, tout le monde veut dégainer le carnet de chèques avec des sommes astronomiques à débourser pour avoir la bestiole dans son jardin. Hein. Non, c'est un prototype, pas à vendre en l'état. Alors tu m'expliques le but de le présenter dans une vente aux enchères si au final il n'est pas à vendre. Enfin, je sais pas, c'est complètement stupide, quoi.
Ah bah oui, mais ça aussi, ça s'appelle une facilité scénaristique. Alors, certes débile, hein, mais une facilité scénaristique quand même, pour ouvrir vers la suite du film. Bref, si ça emballe pas Monsieur Wu qui estime que le bestiau est pas encore au point, hein, eh ben pas grave, Jean-E, lui, il veut le vendre, hein, et tant pis si ça doit provoquer l'extinction de l'humanité un peu plus rapidement avec des copies de ce spécimen dans la nature. Hein. Du coup, pour Owen, il est temps effectivement d'agir au plus vite, et alors ça tombe bien, parce que notre bélier aux ors, hein, qui était parti se balader, se pointe justement au même moment, et comme c'est son pote, hein, bah oui, en fait, le bélier aux ors, c'est un peu une sorte de clébard, hein, ils vont faire équipe, et Owen compte bien le lâcher dans la foule. Et bon, alors là, notre dino, avec son putain de crâne en boule de bowling, il s'adonne à dégommer tout le monde comme des quilles. Ah ça en revanche, je le reconnais, c'est quand même plutôt fun. Hein. Tandis qu'à côté de ça, Owen fait montre de son aptitude au combat rapproché en déglinguant des mercenaires par dizaines, alors que pourtant c'est leur métier, tu vois, de se battre. Ah bah en même temps, c'est Owen, quoi. Hein. C'est un dompteur de raptors. Hein. Oui, je sais, ça n'a absolument aucun rapport avec le fait d'être bon au combat. Mais pas grave, le scénariste l'a décidé. Voilà, c'est tout. Donc, les mercenaires font semblant de taper Owen et se jettent tous par terre violemment, hein, tandis que Claire 2.0 libère toutes les bestioles qu'elle peut. Hein. Soudain, c'est Jean Foiré qui découvre un petit peu tout le bordel, et notamment dans la salle des enchères, qui est totalement déserte, il découvre le Robocop aux ors qui s'énerve parce que, parce que d'un côté, il voit tous les copains foutre le camp, mais lui, il est toujours en train de poireauter dans sa cage, quoi. Du coup, Jean Foiré l'endort, et commence à vouloir lui chouraver une chico. Et oui, parce que Jean Foiré, en fait, il collectionne les dents de dinosaures pour en faire un putain de collier. Manque de peau, le Robocop aux ors n'est sensible aux tranquillisants que 30 secondes, voilà. Et oui, parce que après, en fait, son programme se reboot automatiquement, et après ça... Voilà, donc fin du game pour Jean Foiré, hein, qui se fait dévisser la tête par le monstre. Et comme Jean Foiré a oublié de fermer la porte derrière lui, eh ben le Robocop aux ors peut sortir et aller enseigner les bonnes manières à tous ces gens sans scrupules, hein, notamment à des acheteurs, hein, qui se planquaient dans un ascenseur. Mais manque de peau, pour eux, le Robocop aux ors sait, grâce à son programme, ouvrir les ascenseurs, et ça finit en steak haché. Mais alors attendez, parce que en fait, il bute tout ce qu'il trouve, le bestiau. Donc tu peux nous expliquer à quoi il sert finalement le programme d'attaque par désignation laser? Bref, encore un truc pondu mais qui tient pas la route sur la durée. Bon, sauf peut-être quand le film en a besoin, hein, qui sait. De leur côté, les héros tentent de foutre le camp, mais croisent Jean-Eudes qui veut récupérer Gigi. Eh oui. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle est. Parce que Gigi, en fait, n'est pas n'importe qui. Lockwood n'a jamais eu de petite fille. Donc Gigi est en fait un clone de la fille de Lockwood. Oui. Mais bon, d'un côté, ça explique pas la raison pour laquelle tu veux la récupérer absolument, elle, quoi. Bon, parce que autant un dinosaure que tu peux vendre aux enchères à des entreprises ou des mégalos, pourquoi pas, tu vois. Mais une gamine de, allez, peut-être 10 piges, tu veux en faire quoi? À la limite, si, tu peux peut-être quand même arriver à la vendre, par exemple, je sais pas moi, à un Irakien de 60 piges qui voudrait se marier avec, hein. Oh putain, alors là, si j'ai pas lâché un pavé dans la mare. Donc oui, pourquoi il veut la récupérer? Il en sait rien, et comme le scénariste ne le sait pas lui-même, et que il sait pas comment sortir de cette impasse, et il décide de lâcher le Robocop aux ors sur eux, hein. Donc tout le monde part de son côté dans une bâtisse qui doit aller peut-être cumuler, je sais pas moi, 3000 mètres carrés entre les étages et les sous-sols. Hein. Mais forcément, si les héros sont dans une pièce, le Robocop aux ors, il sera aussi. Hein. Mais la traque du tueur sanguinaire s'avère
s'avère particulièrement infructueuse, hein, la bestiole étant incapable d'atteindre ses proies à cause de bouts de bois ou de rambardes d'escalier. Hein. Ah non, je ne vous mens pas. Hein. Et c'est pourtant en nous vantant son intelligence et son potentiel militaire qu'on a essayé de nous le présenter comme l'arme ultime, alors qu'en fait il n'est pas capable de becter un couple en devenir et une gamine, quoi. Bref, Gigi s'enfuit à travers les couloirs de la maison en poussant des cris bien stridents dans l'espoir que peut-être ça va dissuader le Robocoposaure de la courser, hein. Non mais j'en ai marre. Bref, Gigi échappe grâce à un trou noir dans le scénario qui traînait dans le coin au monstre et décide d'aller se cacher dans sa chambre, sous sa couette. Ah non, mais c'est même pas dans l'armoire hein, ou sous son lit, non, sous sa couette. Même les méchants dans le film Taken, ils seraient exaspérés de voir ça, quoi. Pendant ce temps, dans les labos, eh bien, on tente de libérer Blue des vilains mercenaires. Hein. D'ailleurs, c'est tellement bien fait, regardez. Non, vous avez pas vu? Ah bah attendez, je vous la remets. Donc oui, le mercenaire, au moment de se faire attaquer, décide de tourner le dos à son adversaire. Ah, c'est bien pensé, hein. Mais hélas, dans un accident de bonbonne de gaz, tout ça finit par exploser, endommageant notamment une cuve de gaz toxique qui s'apprête à contaminer tout le sous-sol, avec malheureusement encore des bestioles coincées dans leur cage, quoi. Là, le Robocoposaure a trouvé le moyen de sortir de la maison et décide d'aller sur le toit à travers un plan plutôt chouette, hein, quand même, matez-moi ça. Bon alors c'est chouette effectivement, mais scénaristiquement, ça n'a aucun sens. Non mais je veux dire, quel intérêt de base il aurait à aller dehors, tout en haut de la baraque, si en fait il veut aller chasser des gens qui sont dans la maison? Oui, mais c'est parce que le programme du Robocoposaure a permis d'identifier la position de Gigi et de constater que ce sera finalement hyper simple de la rejoindre, puisque en fait la maison Lockwood, c'est la seule maison au monde qui possède des poignées de fenêtres à l'extérieur, ce qui est quand même bien pratique pour les voleurs, ou alors encore pour les dinosaures qui savent comment ouvrir une porte, comme le Robocoposaure. Et le voilà donc qui s'approche près de sa proie. Mais bon, là, non, hein, il prend son temps. Hein, oui, parce que le scénario en a besoin. Ouh là là, quelle tension. Mais on a trop peur pour Gigi. Non mais... Oh, attends, un film grand public qui proposerait un dinosaure qui mange un gamin? Mais le doute est tellement palpable. Sauf que... Ne la touche pas, sale pute! Ouais alors non, ça c'est beaucoup trop cool hein, pour un tel film. Hein. Non, nous on a plutôt droit à ça. Mais ici, bouge pas! Ah deux salles, deux ambiances. Hein. Mais lui cartoucher le groin ne va finalement pas au bout du Robocoposaure, malheureusement. Donc Blue, qui elle aussi a trouvé un passage secret dans le scénario, les rejoint et attaque l'ennemi. Mais le méchant dino se laisse pas faire, hein, tandis que à côté de ça, Owen et Gigi préfèrent regarder la scène, hein, bien installés sur le plumard, plutôt que de se barrer. Non mais c'est vrai quoi, hein, enfin je sais pas, vous voulez pas peut-être aussi un petit saut de popcorn, hein, tant que vous y êtes? Jusqu'à ce que la scène finisse sur le toit du musée personnel de Lockwood, où le Robocoposaure, pris en tenaille sur la verrière entre Owen et Claire 2.0, effectivement, le monstre ne sait plus où donner de la tête, hein, tant ça semble appétissant des deux côtés. Hein. Oui, mais c'est en oubliant que Claire 2.0 a réussi à trouver la seule arme avec le système de désignation laser qui traînait dans la maison, hein, voilà, donc dans une maison de 3000 m², que je le rappelle, hein, c'est quand même un sacré coup de bol. Et là, donc, le petit faisceau rouge pointé sur Owen affole la bestiole qui... Et c'est Blue qui lui tombe ensuite sur le rable en mode prise de catch, hein, et...
Voilà, donc fin d'histoire pour le Robocoposaur. Bref, les problèmes sont hélas pas finis, puisque le gaz toxique continue de s'échapper dans le sous-sol. Donc bah oui, il faut décider de libérer tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est les dinosaures, et se retrouver confrontés au dilemme moral de changer la face du monde, ou bien les laisser crever comme des merdes. Eh bien, si Claire 2.0, grande activiste de la survie des espèces qu'elle est devenue, semble quand même remettre en cause ses convictions, c'est Gigi qui va trancher. Ils sont vivants. Comme moi. Attends quoi? Répète pour voir? Ils sont vivants. Comme moi. Alors ça, tiens, c'est quand même marrant parce qu'il y a 5 minutes, tu t'es pourtant pas interposé quand il était question de buter le Robocoposaur qui voulait te bouffer. Alors que pourtant, sous cette grosse cuirasse, il y avait aussi un petit cœur qui bat chez le Robocoposaur, hein? Et puis alors, t'es bien gentille, gamine, mais bon, entre une morveuse comme toi, qu'on peut rapidement envoyer bouder dans sa chambre pour la punir, et des bestioles qui risquent de se poser en tête de la chaîne alimentaire parce que ça va se jouer à qui est capable d'avaler l'autre, d'où tu décides du sort de l'humanité comme ça, toi? En fait, le coude, il a cloné une débile, quoi. Bref, donc, tous les animaux de la préhistoire se barrent, le T-Rex bien décidé d'aller ouvrir un food truck sur le bord de la plage, parce que effectivement, les livraisons Uber Eats, c'était pas l'extase, hein. Mais pas avant de bouffer Jean-Eudes au passage, hein. Et le film se termine avec les adieux notamment déchirants entre Owen et Blue, hein. Mais également plein d'autres plans où les dinos s'éparpillent à travers le monde comme si ils allaient nous envahir, hein. Alors que bon, je rappelle qu'il y a quoi, genre 25 spécimens, hein, qui se sont échappés du manoir Le Coude, et le tout donc effectivement sous la leçon de morale de Ian Malcolm au Sénat, hein. Nous provoquons notre propre extinction. Trop de lignes rouges ont été franchies. Histoire de bien dire que il avait raison, hein, la théorie du chaos, tout ça, et que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de coexistence entre l'homme et le dinosaure, hein, et blablabla, et fin. Ah celui-là, il était costaud aussi, hein. Et pourtant, c'est quand même triste parce que, je le rappelle, c'est probablement l'opus de la trilogie qui visuellement propose le plus de créativité et d'identité. Mais la bêtise dans ce film, c'est dur quand même, hein. Non, parce que quand tu as un scénariste qui, comme je le disais, avait la prétention de vouloir être à la hauteur de Spielberg pour nous pondre de tels films qui en oublient pourtant les bases fondamentales, qui sont quand même vieilles de 30 ans, ça en dit long. Mais pire que tout, le Colin Trevorrow s'improvise comme scénariste en oubliant les bases même de construction d'une histoire. Non, parce que je le rappelle, mais une histoire, c'est censé s'articuler autour de 3 actes. Introduction, développement, conclusion. Là, t'as 2 actes, donc un sur l'île et l'autre dans un château. Le reste, c'est ni plus ni moins que des miettes balancées dans votre gueule et démerdez-vous avec ça, quoi. Et pourtant, comme je le disais, c'est pas le pire. Et là, vous allez me dire, mais comment c'est possible en même temps de faire pire? C'est que vous avez pas eu la malchance de voir Jurassic World 3 Dominion. Eh oui, alors là, je dis rien pour le moment, mais effectivement, il va pas y échapper, quoi, au bousoscope. Et j'aime autant vous dire que j'appréhende un petit peu la tâche, hein, parce que la vache, c'est du costaud, hein, et je vais très clairement en chier. En tout cas, voilà, j'ai fini cette petite vidéo, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, effectivement, de ce Jurassic World Fallen Kingdom, en attendant effectivement que je traite du prochain opus. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo. Pensez, bien sûr, à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau bousoscope. Allez, bye!